Je me souviens de ces jours sombres où j'habitais avec mes grands-parents dans un ranch isolé. Mes parents m'avaient chassé de la maison et je n'avais pas les moyens de louer un appartement, donc ils m'avaient laissé rester avec eux à un prix dérisoire. Je dormais dans une chambre au premier étage, où l'odeur des personnes âgées était plus forte que partout ailleurs. La pièce était jonchée de reliques religieuses de ma grand-mère, et un grand tableau géant de Jésus me fixait pendant que je dormais. Les choses étranges ne commencèrent à se produire qu'à la fin de ma deuxième semaine de vie là-bas. J'étais rentrée de mon travail dans un petit magasin de la ville en fin de journée, et en déverrouillant la porte d'entrée, j'entendis des pas dans les cultures. Je me suis approchée sur la pointe des pieds pour mieux voir, en veillant à rester loin des feuilles mortes ou de tout ce qui pourrait faire du bruit. Il y avait bien quelqu'un dans les cultures, mais il rampait à quatre pattes comme s'il se faufilait. J'aurais pu les confronter, mais cela aurait pu me causer des ennuis, donc j'y suis allée. De retour à l'intérieur pour réveiller mon grand-père, il est sorti en hurlant comme un fou avec son fusil à la main. C'était quelque chose du genre: si jamais je t'attrape ici dans ma ferme, je n'hésiterai pas à te faire sauter la cervelle. Cela semblait plus que suffisant pour effrayer quiconque et faire fuir la propriété. Mais la nuit suivante, pendant que je dormais, les choses devinrent plus étranges. Je me suis réveillée et j'ai entendu des rires à l'extérieur de ma fenêtre. Il y avait quelqu'un qui se tenait là, regardant dans la chambre. Il a semblé me remarquer alors que je me redressais et qu'il s'éloignait. J'ai encore dit à mon grand-père, cette fois-ci, il était vraiment énervé. Il a piétiné son placard, a sorti son fusil et s'est dirigé vers la porte d'entrée avec moi juste derrière lui. Quelque chose a immédiatement attrapé sa jambe, le faisant trébucher. J'ai sauté sur l'hostile, le faisant tomber facilement car il était déjà accroupi. Mon grand-père a réussi à se lever, attrapant son arme et la pointant sur le gars. J'ai appelé le shérif pendant que mon grand-père menaçait le gars. J'ai soudainement entendu un cri pendant que j'étais au téléphone, c'était mon grand-père. J'ai laissé tomber le téléphone presque avec les larmes aux yeux, les yeux craignant le pire était arrivé. Le shérif est arrivé pour rien, et mon grand-père a volé le système de caméra pointé vers les cultures. Le mois dernier, je suis rentrée tard à la maison un soir après avoir passé du temps avec ma sœur, mon beau-frère et quelques-uns de leurs amis. J'ai vu ma mère laisser un mot sur la porte me disant de sortir les poubelles à l'avant. J'ai fait un point d'honneur d'être très silencieux car presque tout le monde dormait à ce moment-là. Quand j'ai arrivé sur le côté de notre maison, près des poubelles, j'entendais des voix venant de notre jardin. J'ai jeté un coup d'œil par-dessus la clôture et j'ai vu deux personnes debout près de notre table de patio. J'ai couru à l'intérieur pour dire à ma mère que mon père ne vivait pas avec nous sinon je l'aurais eu. Je ne suis sortie de sa chambre que lorsque nous avons remarqué les deux personnes de l'arrière-cour qui montaient les marches. J'ai poussé ma mère à la fenêtre, la forçant pratiquement à sauter sur le petit rebord en dessous. J'ai sauté moi-même sur le rebord, puis sur l'herbe. Ma mère et moi avons réservé une chambre chez les voisins 2 semaines plus tard, alors que nous commencions à peine à passer à autre chose après l'incident. La sonnerie du téléphone à 3 heures du matin m'a réveillée, elle n'arrêtait pas de sonner, elle n'est pas tombée sur la messagerie vocale. Ma mère s'est levée après la 10e sonnerie, nous nous sommes regardés et avons laissé faire. Le téléphone a sonné pendant encore 10 bonnes minutes d'affilée jusqu'à ce que ma mère retire enfin le cordon téléphonique du modem. Nous avons dormi avec cette nuit-là. J'étais sûre que cela avait quelque chose à voir avec un cambriolage. Deux choses bizarres comme ça n'arrivent pas si près l'une de l'autre sans qu'elles soient liées d'une manière ou d'une autre. Le lendemain, ma mère a reçu un SMS sur son téléphone, il disait « Pourquoi tu n'as pas décroché ?» C'était il y a seulement une semaine et on se chie encore dessus en s'inquiétant de savoir quand le prochain incident pourrait se produire. Une fille de 14 ans dormait dans sa chambre un soir d'école quand elle s'est apparemment réveillée et s'est souvenue qu'elle avait des devoirs à faire le lendemain qu'elle n'avait même pas commencé. Elle a allumé sa lumière et a commencé à travailler dessus. L'horloge indiquait exactement 1h15 du matin. Par-dessus le bruit de crayons poussant sur le papier, il y avait de faibles bruits venant de l'intérieur des murs.
Elle a arrêté d'écrire et les sons sont devenus plus clairs. C'était comme si quelque chose était poussé de l'intérieur des murs. Il y avait un espace de rangement juste à côté de son lit avec une grande porte carrée qui se détache du mur pour entrer. La fille a commencé à crier pour sa mère, et les bruits sont soudainement devenus exagérés, comme si quelque chose courait là-dedans. La porte du mur a sauté et une silhouette est apparue. La mère et le père de la fille pouvaient entendre les cris même à travers 3 portes fermées. Le père de la fille est entré dans la chambre et a trouvé un homme blanc grand et en surpoids couvrant la bouche de la fille avec sa main. Le combat a été terminé en quelques secondes avec quelques bons coups de poing dans le ventre de l'homme. 2 paires de sous-vêtements de la fille ont été trouvés dans la poche de l'homme avant qu'il ne soit arrêté. Je travaille comme concierge de nuit au lycée local. Je serai 95% du temps le seul à travailler de nuit, parce qu'il n'y avait pas vraiment besoin de plus d'un. Je commence toujours par les salles de classe du bas et je monte vers les salles de classe de l'étage. La cafétéria, le gymnase, l'auditorium, le bureau de l'infirmière, ce sont toutes les responsabilités des gars du matin et de l'après-midi. Comme j'étais toujours seule, j'avais généralement un tas de radios qui traînaient dans les couloirs, jouant de la musique forte. Je nettoyais le sol dans l'une des salles de classe d'études sociales quand j'ai remarqué de tout le chemin à travers l'autre côté de l'école que les lumières de l'une des salles de classe étaient allumées. Je ne veux pas dire qu'il était laissé allumer, j'ai toujours éteint les lumières de chaque pièce où je n'étais pas. Je veux dire que les lumières étaient allumées. Je me suis approchée de la fenêtre. Quelqu'un s'est approché de la fenêtre. Ils se sont arrêtés et m'ont regardé droit à travers la fenêtre. C'était la chose la plus dérangeante que j'ai jamais vue. Je ne savais pas quoi faire, les affronter, s'enfuir, appeler la police. Je me suis rapprochée de la fenêtre. C'était quelqu'un qui semblait avoir la trentaine ou la quarantaine. Il avait les cheveux noirs et je pouvais voir beaucoup de poils sur le visage. Il a levé la main et a commencé à me faire lentement signe. J'ai fermé les stores de la pièce et j'ai essayé de reprendre mon souffle. J'ai essayé de trier mes options. Quand j'ai remonté les stores, la lumière de la pièce de l'autre côté de l'école était éteinte. Mon cœur est revenu en mode panique. Il était sûrement en route vers cette salle de classe. À ce moment-là, l'option de courir semblait la meilleure et c'est ce que j'ai fait. Je courais dans les escaliers, sortant par la porte arrière de l'école, sans m'inquiéter de rien d'autre que de moi-même et de ma vie. Les caméras de sécurité avaient révélé qu'à un moment donné dans la nuit, l'homme était apparu. Il était apparu du sous-sol de l'école et j'avais commencé à errer pour regarder plus près son visage, et je pouvais voir à quel point cela me dérangeait. Il n'était pas un homme agréable à regarder. La chose la plus effrayante était que la caméra l'avait montré redescendre au sous-sol et ne jamais en ressortir. On n'avait jamais trouvé là-bas, ce qui me faisait me demander s'il y avait des pièces ou des sorties cachées là-bas. Ces derniers temps, faire ce travail n'avait jamais été aussi terrifiant. Je travaillais comme femme de ménage à 17 ans, essayant d'économiser pour l'université. La personne pour qui je travaillais le plus longtemps était un homme nommé Jeffrey. Je ne l'avais jamais vraiment parlé, excepté une fois que je l'avais rencontré et quelques fois entre-temps, quand il rentrait tôt du travail. C'était tout. Je ne savais pas s'il avait l'air normal ou non. Il avait une règle très sérieuse de ne pas aller dans son sous-sol. Il avait même laissé un grand panneau sur la porte. La curiosité me rongeait, mais j'avais fait de mon mieux pour ne pas me faufiler dans les pièces du sous-sol. Alors un jour, alors que je rangeais les meubles de sa chambre, j'ai eu un petit coup de génie et j'ai commencé à fouiller. Dans ses tiroirs, j'ai trouvé des choses comme des appareils photos, des piles, des albums photos et des bibelots. La même chose dans le tiroir du milieu, mais dans celui du bas, j'ai trouvé une petite boîte en bois parfaitement posée dans le coin. Il fallait une clé pour l'ouvrir, mais j'avais déjà remarqué une petite clé qui était accrochée à son trousseau de clés dans la cuisine. Elle semblait pouvoir rentrer dans cette serrure. Lorsque j'ai essayé, la clé a sûrement vissé dans la douille et a ouvert la serrure. Ce que j'ai trouvé était dérangeant. Il y avait une pile de photos en noir et blanc.
Les premières n'étaient que des photos de la maison, mais ensuite, j'étais sur chaque photo, dans chaque pièce de la maison, y compris la salle de bain. La photo la plus dérangeante était une photo en couleur qui se démarquait du reste. Elle avait été prise de l'extérieur, d'une des fenêtres, pointée vers moi alors que j'étais dans la cuisine. J'ai remis les photos dans la boîte, sauf quelques-unes que j'ai sélectionnées comme preuve possible de quelque chose que je craignais qui pourrait arriver. J'ai refermé la boîte et la mis dans le tiroir. J'étais sur le point de quitter la maison et de ne jamais revenir. Mais lorsque j'ai passé la porte du sous-sol, maintenant que je ne revenais pas, j'ai pensé que je devrais vérifier le sous-sol pour que la curiosité ne me ronge pas à jamais. Je suis entrée et j'ai allumé les lumières. La climatisation en bas sentait vraiment comme des animaux en décomposition, il y avait des affiches bizarres sur les murs, beaucoup d'érotique, j'ai même été choquée d'en voir avec des garçons et des filles qui semblaient avoir moins de 18 ans. Il y avait 2 portes menant soit à des chambres, soit à des placards. Je n'y suis pas allée, mais l'odeur horrible était la pire près de ces 2 portes. J'ai finalement réalisé qu'il y avait un bourdonnement à chaque fois que je bougeais. J'ai remarqué dans le coin qu'il y avait une caméra au plafond pointée droit sur moi, mais après l'avoir remarqué, elle a semblé s'arrêter complètement, ce qui était mon signal pour sortir de cette maison. Je suis rentrée chez moi en sécurité. Jeffrey a essayé de m'appeler une fois après ça, je n'ai pas décroché, il n'a pas laissé de message. Je suis content de ne jamais lui avoir donné mon adresse. Je sortais du travail à l'arrêt après avoir fait le quart de nuit, lorsque moi et le seul autre gars qui travaillait à ce moment-là, nous sommes allés à nos voitures. Une camionnette noire s'est arrêtée à côté de nous, il y avait un homme et une femme à l'intérieur, ils ressemblaient à des redneck ploucs et sales. Le gars avait une moustache et une barbe, une casquette et une cigarette à la bouche. La femme avait les cheveux sales, mais tout son visage avait l'air sale. Ils se sont arrêtés devant nous, nous bloquant le chemin. Le gars assis à l'intérieur nous a demandé si nous avions de la monnaie pour l'essence. Mon collègue a fouillé dans ses poches et a laissé tomber 2 pièces de 25 cents dans la main de l'homme. J'ai tendu $1 en espérant qu'il partirait. Le gars a regardé l'argent dans sa main, puis nous a regardés. J'allais avoir besoin de plus que ça. Il a dit que nous nous étions excusés et que nous lui avions dit que c'était tout ce que nous avions. Des conneries, a-t-il dit. Je pouvais voir que mon collègue devenait aussi nerveux que moi. La femme sur le siège passager avait un sourire diabolique sur son visage. J'ai contourné leur voiture et j'ai marché rapidement jusqu'à ma voiture, tout comme mon collègue. Je pouvais voir que l'homme faisait tourner sa camionnette. J'ai démarré la voiture, j'ai immédiatement mis en marche et j'ai filé hors du parking. Ils semblaient me suivre au début, mais je les ai finalement perdus. J'ai envoyé un texto à mon collègue pour m'assurer qu'il allait bien. Il m'a répondu qu'il allait bien. J'aurais aimé que ça s'arrête là, mais une paire de phares est entrée dans la station-service. C'était la camionnette. Je suis remontée dans ma voiture. Il a essayé de me bloquer en s'arrêtant devant moi. La femme dans la voiture a sorti une arme et a commencé à baisser la vitre. J'ai réussi à les semer une fois de plus et à rentrer chez moi en vie. Andrew et moi, le cousin de ma demi-sœur, avions 18 ans à l'époque. Nous avons décidé d'aller explorer l'asile abandonné de notre ville. Il faisait déjà nuit noire, il n'y avait aucune voiture sur la route, donc il était probablement minuit passé. Andrew a conduit. Nous avons tous les 2 apporté nos caméras vidéo dans l'espoir de capturer des images intéressantes. YouTube n'avait que 2 ou 3 ans. Le temps et l'exploration des lieux abandonnés étaient une chose assez importante pour les vidéos YouTube à l'époque, alors nous avons pensé que c'était cool. Nous avons dû ramper sous un trou dans la clôture que quelqu'un d'autre avait coupé. Nous avons tous les 2 apporté des lampes de poche. Bien sûr, nous sommes entrés par l'une des fenêtres cassées. Il y avait quelques planches sur le sol près de la fenêtre qui avaient autrefois été collées contre la fenêtre pour empêcher quiconque d'entrer. Nous avons commencé nos recherches, les 2 lampes de poche allumées ainsi que la caméra d'Andrew qui avait des capacités de vision nocturne. Il n'y avait rien d'autre que du verre brisé et des graffitis partout.
Il y avait quelques fissures et trous dans le parquet qui menaient à l'obscurité en dessous. Nous n'osions pas éclairer nos lumières là-bas. Nous avons tous les deux partagé quelques rires, mais j'étais effrayée comme l'enfer là-dedans et je savais qu'il l'était aussi. L'endroit était immense. Nous nous sommes retrouvés dans une petite pièce avec un fauteuil dentaire et d'autres équipements. C'était étrangement troublant. La pièce la plus troublante à l'étage était la salle de bain. Lorsque nous y étions, nous avons entendu un bruit de gouttes constant provenant d'une des cabines. Lorsque nous avons essayé de l'ouvrir, elle était verrouillée. L'ouverture en bas était bien trop petite pour ramper, alors nous avons décidé de quitter cette pièce à la hâte, très effrayés, derrière une porte. Nous avons trouvé un escalier menant à l'étage ou au rez-de-chaussée. Nous voulions que la vidéo soit aussi effrayante que possible, alors bien sûr, comme deux adolescents, nous sommes descendus. Il y avait un nouvel ensemble de couloirs beaucoup plus effrayants maintenant que nous étions sous terre. Il y avait un tableau d'affichage sur le mur, avec un tas de vieilles photos et d'articles de presse dessus. Andrew et moi étions en train de vérifier cela lorsqu'un bruit métallique est venu du bout du couloir. Nous avons éclairé cette direction avec nos lumières, juste à temps pour voir ce que nous étions sûrs d'être un front se déplaçant du couloir vers l'une des pièces. Andrew a commencé à crier alors que nous courions dans la direction d'où nous venions. J'aurais juste pensé que c'était un sans-abri ou quelque chose comme ça, mais alors que nous montions les escaliers un étage en dessous de nous, nous pouvions entendre des pas nous suivre. À ce moment-là, je criais aussi. La sensation d'être à l'arrière était horrible. J'avais l'impression qu'à tout moment, je serais attrapée par derrière et traînée dans les escaliers, mais nous sommes revenus dans le hall principal et jusqu'à la fenêtre par laquelle nous sommes entrés. Nous sommes sortis et avons pu entendre par la fenêtre la porte de l'escalier s'ouvrir au bout du couloir. Nous avons décidé de ne pas y retourner. Nous étions un jeune couple qui venait d'emménager dans une nouvelle maison. Nous avions une chambre au premier étage. La maison avait un étage intermédiaire et un bureau. Pas de sous-sol. La nuit, nous avons commencé à entendre des bruits étranges venant d'en dessous de nous. J'ai vérifié sous le lit, il n'y avait rien. Le son semblait venir de sous le plancher, mais la maison n'avait pas de sous-sol, donc cela n'avait aucun sens. Nous avons commencé à remarquer que les choses étaient différentes le matin, comme certaines portes ouvertes, dont nous étions sûrs qu'elles avaient été fermées la nuit précédente. La porte du placard de ma femme semblait toujours ouverte. Nous avons veillé à fermer toutes les fenêtres une nuit pour nous assurer qu'il ne s'agissait pas d'un courant d'air. Les portes étaient toutes ouvertes. Le lendemain matin, nous avions décidé que c'était allé assez loin. La nuit suivante, nous sommes restés tous les deux debout à écouter et à attendre. Les bruits venant d'en bas étaient plus forts que jamais. On aurait dit que des choses étaient poussées. Des gémissements. Je suis descendue au bureau et j'ai mis mon oreille contre le mur pour écouter. Car d'où le bruit peut venir, il venait de l'intérieur du mur contre lequel j'étais, mais un peu plus bas, en dessous du bureau. Je suis retournée vers ma femme et je lui ai dit que nous devions rester éveillés aussi longtemps que possible et voir ce qui se passe. Nous sommes restés éveillés jusqu'à environ 2 heures du matin. Ma femme a commencé à s'endormir et je suppose que j'avais fait de même. Peu de temps après, je me suis réveillée en entendant ma femme me secouer en pleurant silencieusement. Elle a pointé du doigt son placard qui avait été ouvert. Dans le petit appartement que nous avions loué, ma femme et moi, nous pensions avoir trouvé un refuge paisible. Mais nous nous trompions lourdement. La première nuit, nous avions été réveillés par des cris et des coups qui semblaient émaner du voisin. Nous avions essayé de nous adapter, mais la nuit suivante, les bruits avaient repris, de manière encore plus insistante. Je m'étais résolue à aller trouver le voisin pour lui demander de se taire, mais au moment où j'arrivais à sa porte, une femme albinos d'âge moyen m'avait ouvert, avec une voix rauque qui semblait avoir été ternie par les années de fumée de cigarettes. Elle m'avait demandé de reculer et de me occuper de mes affaires avant de me claquer la porte au nez. Les bruits et les cris avaient continué à se faire entendre, devenant de plus en plus intenses. Ma femme s'était plainte en me disant que nous devions signaler les problèmes au portier.
Je m'étais rendue à la réception pour parler du couple qui vivait dans l'appartement, mais le portier avait l'air perplexe et m'avait dit que seule une femme nommée Cathy vivait là, en tant que veuve de son mari décédé il y a 5 ans. Elle était inscrite comme étant la seule personne dans cette pièce, ce qui semblait enfreindre une règle de l'immeuble. Le portier avait vérifié la pièce et avait rapporté que Cathy était seule, ce qui semblait étrange. Il lui avait cependant demandé de baisser le ton, et je l'avais remercié, retournant dans la chambre. Il semblait que cela avait fonctionné, car il n'y avait pas de bruit la nuit suivante. Mais le lendemain matin, je me suis réveillée pour voir quelqu'un debout près de notre lit. C'était Anna, ma femme, mais elle avait une expression étrange et son regard était absent. J'ai chuchoté son nom, mais elle ne s'est pas tournée vers moi. Au bout du lit, la voix rauque familière a dit que nous n'aurions pas dû la dénoncer. J'ai crié et j'ai cherché l'interrupteur à tâtons, ma femme a commencé à crier encore plus fort, et au moment où j'ai allumé la lampe, elle était partie. J'ai enfilé mes chaussures et j'ai couru dans les couloirs en peignoir à sa recherche, la porte de son appartement était ouverte, mais elle n'était pas là. Nous n'avons plus entendu parler de Cathy pendant une semaine entière, avant qu'une nuit, il y ait eu 4 coups forts sur nos murs, pas des coups comme les bruits précédents, mais des coups destinés à attirer notre attention. Nous avons déménagé le lendemain, épuisés par les événements. Mais je ne suis pas sûre de ne pas avoir laissé derrière moi un peu de ma peau dans cet appartement.